Que fait réellement la France en Afrique? J'ai fait une interview il y a de cela quelques jours qui est parue sur la chaîne aujourd'hui, dans laquelle je donnais la parole à un diplomate français, Julien Vandrich, et qui nous expliquait très clairement la position de la France par rapport à son action concrète sur le terrain, mais aussi qui a pris le temps de répondre aux principaux sujets d'actualité. Et suite à cela, j'ai voulu donner la parole à d'autres personnes, d'autres acteurs sur le continent qui ont aussi bien évidemment pu suivre ce discours-là afin qu'ils réagissent simplement. Dans cette interview, on va discuter avec Chris Dungegen, qui est un jeune Tchadien, aujourd'hui basé en France, qui a baigné dans la politique depuis son enfance, comme il le dit lui-même, et qui a eu une lecture très intéressante des événements et qui va répondre bien évidemment successivement aux principaux points sur lesquels le diplomate français s'est appesanti, le rôle de la France, les bases militaires, le franc CFA, les influenceurs qui aujourd'hui, plutôt les leaders d'opinion qui aujourd'hui sont comme une épine dans la chaussure de la France en Afrique, mais de manière beaucoup plus globale, la vision du continent, où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on noue nos alliances? Qui vont être nos futurs partenaires? Et sortir simplement de la superficialité des réponses pour entrer en profondeur et essayer de comprendre davantage où on va. C'est une interview très intéressante, donc je vous invite à l'écouter et à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ferai une émission en direct sur cette thématique-là à laquelle je vous convie tous. Bonjour Chris. Bonjour Philippe, ravi d'être là. Merci beaucoup à toi d'avoir répondu promptement à l'invitation pour parler de géopolitique, mais aussi de l'intervention du diplomate français Julien Vandrich, qui est basé à l'ambassade de France et qui est conseiller pour les relations politiques, avec qui j'ai eu une entrevue qui a fait couler énormément de salive et d'encre. Et donc, je voulais bien évidemment t'écouter là-dessus parce que tu es aussi un connaisseur de ces sujets-là et te poser quelques questions pour bien évidemment donner un autre son de cloche par rapport à ces différentes thématiques qui aujourd'hui très clairement intéressent grandement les Africains. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Oui, très rapidement, d'où je parle, moi je suis né au Tchad, donc en fin des années 80 au Tchad, j'ai pris la politique en pleine figure. Donc en fait, toute ma vie finalement, ce n'est qu'une espèce de quête pour répondre à des choses que j'ai vécues enfant. Et donc après, je me suis formé, bien évidemment, à la chose politique, en politique et management du développement à Sciences Po Paris, par la suite, etc. Mais j'ai écouté avec intérêt ce que vous avez, l'entretien que vous avez eu avec le conseiller diplomatique. Et il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, je pense que c'est bien qu'on démarre là-dessus pour que on revienne sur un certain nombre de questions, évidemment. Très bien. Toi, tu es tchadien, tu l'as dit. On a parlé du Tchad, justement. On trouve que parmi les différentes situations un peu tendues en Afrique aujourd'hui, il y a le Tchad, très clairement. Succès Masra, opposant politique, est maintenant en exil. Il a quitté le pays, ce qui traduit bien évidemment un climat assez délétère. Déjà, avant d'aller dans l'intervention du conseiller Julien, quelle est la situation au Tchad aujourd'hui, actuellement? Bon, d'abord, le Tchad, c'est un vieux sujet que finalement, parce que le pays est un pays très enclavé, etc., et donc beaucoup de gens ne savent pas ce qui se passe au Tchad. Et on n'en parle que quand il y a des interventions Oui. militaires, etc., ou d'ailleurs, par exemple, si vous posez la question en France, très peu de gens savent ce que c'est que le Tchad. On connaît le Mali parce qu'il y a beaucoup de Maliens, il y a une grosse communauté malienne, etc., et donc c'est autre chose. Mais le Tchad est très peu connu. Sauf des militaires français, évidemment, parce que depuis toujours, le Tchad a été un territoire stratégique. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que depuis la mort du feu président Idriss Déby maintenant, depuis 2021, bah, finalement, il y a eu une succession dynastique qui se met en place au Tchad. Et malgré toutes les manifestations, malgré les soulèvements initiés par Succès Mastra, etc., rien ne s'est passé. Et donc, il y a une espèce, au niveau du Tchad, on fait semblant comme si le problème n'existait pas. Et pourtant, pour l'Afrique de l'Ouest, là, on parle, tout le monde en parle, ça passe un peu partout, on parle du Mali, du Burkina Faso, etc. Mais ce qui se passe au Tchad n'est pas bien différent. Je dirais même, c'est très compliqué au Tchad. Et normalement, on devrait plus regarder pour comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Mais très peu de gens en parlent. Je veux qu'on en parle un tout petit peu justement maintenant. C'est-à-dire qu'on a eu Idriss Déby qui est parti suite à un assassinat, si on peut appeler ça comme ça.
Et il y a eu une transition un peu spéciale au Tchad, au cours de laquelle on a vu le président français Emmanuel Macron débarquer au Tchad pour, d'après ce que Julien nous a dit, de manière officielle pour les obsèques, même si on peut se poser un certain nombre de questions. Et suite à cela, surtout, il y a eu un changement de l'ordre constitutionnel dans lequel celui qui était supposé prendre le relais suite au départ de M. Déby s'est désisté. Et Idriss, enfin, le Déby fils, aujourd'hui, a pris les rênes du pays pour assurer une transition, comme c'est le cas au Mali ou ailleurs. Première chose, première question, euh, qu'as-tu pensé de l'attitude du président français? Sa venue à ce moment-là, précise au Tchad, alors même qu'il était supposé incarner une rupture avec une ancienne manière de faire la France-Afrique. Et puis surtout aujourd'hui, et on va en parler dans un second temps d'ailleurs, la transition aujourd'hui, elle en est où? Mais commençons déjà par le premier point, l'intervention du président français dans ce processus-là. Bah, moi, je pense que la France a des moments comme ça bien précis où la France se prend le pied dans le tapis à force d'avoir une espèce de discours officiel comme ça et puis de la réalité qui rattrape la France sur le terrain. Pourquoi? Parce que finalement, le Tchad, c'est un territoire stratégique depuis très longtemps pour la France parce que positionnement bien placé pour contrôler tout le Maghreb et également pour avoir une profondeur, une projection très rapide sur toute l'Afrique centrale. Donc, le Tchad a toujours été un territoire très convoité stratégiquement et donc il est très naturel qu'au moment où il y a eu des secousses de partout par rapport à la présence française, quand la situation du Tchad arrive avec le décès du président Idriss Déby, à ce moment-là, bah, je pense qu'il y a eu une espèce de prise de décision dans l'urgence qui a poussé le président Macron à aller jusqu'à directement sur le chevet de la dépouille mortelle et prononcer ce discours où il dit qu'il va laisser personne déstabiliser le Tchad. Alors, ça pose question. Est-ce que c'est à la France d'assurer ce rôle de laisser personne déstabiliser le Tchad? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Et donc, on doit se poser des questions. Et je pense que les vraies questions se posent à partir de ce moment-là, quand en pleine Afrique, totalement chauffée pour la question de la souveraineté de partout, on entend ce discours comme ça, c'est très difficile à comprendre hein, pour les Africains. Donc, c'est clairement perçu comme de l'ingérence. Je veux dire, et je crois que c'est à ce niveau-là que le président Macron a perdu beaucoup de gens, en fait. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait une sorte de... Tu sais, ce qui était très intéressant avec les anciennes relations dans la France-Afrique, c'est que c'était caché. C'est-à-dire que on soupçonnait des choses, on avait des bruits, mais c'était pas visible. Il n'y avait pas ce genre de choses. La première fois où je pense, enfin la première, non, parce qu'il y a eu quand même des coups d'État et autres, mais l'un des derniers signaux forts comme ça qu'on avait eu, c'était au Gabon. Je sais pas si tu te rappelles, avec pareil, le décès du père Bongo et le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était venu, on dira quoi, pour des obsèques encore. Et derrière, on a vu le fils Bongo prendre le pouvoir, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Et au Tchad, on a eu le sentiment de revivre la même chose, avec quelqu'un qui, pour le coup, disait incarner une rupture dans la manière de faire. Et en tout cas, pour beaucoup de jeunes Africains, ça a été perçu comme la continuité finalement d'un système que l'on veut renier, mais quand c'est très difficile, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, et c'est peut-être vers là qu'il faut aller, où en est-on avec cette transition? Elle était supposée être temporaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que on a une date Non, pour des mais élections? Comment ça se passe? il faut revenir aux questions de fond, parce qu'en réalité, euh, si au décès, et d'ailleurs le décès du feu président Déby, c'est quelque chose qui reste très flou aujourd'hui. C'est un sujet qui Oui. est très sensible. Voilà. Parce que Il y a plusieurs mort comme versions. ça, il n'y a Il y a pas eu plusieurs versions. vraiment Oui. d'enquête sur la situation, etc. Et donc tout le monde euh, parle du sujet, mais sans vraiment en parler, etc. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Deuxième chose, c'est que on ne peut pas dire, hein, même si, peu importe la situation, on ne peut pas dire que les militaires qui ont pris le pouvoir, et dont le fils du président Déby, ne peuvent pas garantir la sécurité du pays sans être eux-mêmes à la présidence.
je pense que c'est quand même quelque chose qui est possible d'organiser. Donc, le fait même de finalement laisser passer ça ne peut pas être quelque chose d'entendable pour la plupart des Africains, d'autant plus qu'on sort tous les noms, hein, pour qualifier au Mali les gens de junte, au Burkina Faso, etc. Et donc, ce double discours est quelque chose qui ne passe plus à l'ère des communications de masse, des réseaux sociaux, etc., parce que ça se voit. Ce discours n'est plus retravaillé, reformaté comme avant on pouvait le faire parce que les médias étaient restreint. On parle des sujets géopolitiques que dans les cénacles, entre guillemets, des gens initiés, etc. Aujourd'hui, c'est la masse. Donc, ça saute aux yeux de la masse. Et donc, cette gestion à deux vitesses de la situation ne permet pas d'essayer d'être crédible. Si la France était en quête de crédibilité en Afrique et d'une certaine confiance encore de la part des Africains. Et donc, je pense qu'il y a eu à ce niveau-là après, pour moi, hein, la question française a commencé depuis le Rwanda et ça s'est poursuivi en Oui. Centrafrique et donc, etc. Et là, on assiste à une deuxième mort de la crédibilité de la France au niveau du Tchad. Et je pense que c'est quelque chose qui va marquer les Tchadiens pour très longtemps. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on appelle au Tchad la dynastie, la succession dynastique, se met en place petit à petit. On assiste à un prolongement de la date des transitions qui était prévue parce qu'on a organisé rapidement une espèce de dialogue national, mais en fait qui a sélectionné les gens qui étaient tous d'accord entre eux, finalement. Hein, et donc, du coup, rien n'est sorti de tout ça. Et on assiste à un glissement progressif de la légitimation sur le terrain de la junte. Il faut dire, employer les mêmes mots pour être, si on veut parler du Mali d'une certaine manière, il faut employer les mêmes mots. Donc, de la succession dynastique qui se fait au Tchad continue sans qu'il y ait beaucoup de commentaires, sans que personne ne revienne dessus pour revoir la situation finalement. Et donc, il y a eu ça. Maintenant, sur le président de l'Assemblée, Haroun Kabadi, qui finalement a abandonné. Oui, sur la situation avec le président de l'Assemblée qui devait, selon la Constitution, prendre les rênes de la gestion du pays, qui a abandonné. Pour moi, là aussi, une question très simple se pose parce que ce président de l'Assemblée, il a évoqué un état de maladie qui ne permettait pas d'assurer cette gestion. Mais alors, je me pose la question, parce que ce monsieur continue à travailler et à fonctionner dans la vie politique tchadienne. Donc, s'il était, parce que c'était quand même prévu dans les lois, qu'il assure cette compétence au cas où il y a une telle situation. S'il ne pouvait pas le faire, ça veut dire de manière générale qu'il ne peut pas assumer ses fonctions en tant que président de l'Assemblée. Et donc, ce monsieur ne devrait plus participer à la vie politique et pourtant, il continue. Donc, ça soulève toutes ces questions qui fait qu'aujourd'hui, c'est faire continuer dans ce processus, c'est insulter l'intelligence de la masse des jeunes Africains. C'est ça la réalité aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc, effectivement, tu as un peu emboîté le poids à la question d'après, qui consistait à demander où on en était. C'est-à-dire qu'au finalement, on est dans une configuration dans laquelle les choses se prolongent. Voilà. C'est-à-dire des gens qui étaient supposés être là pour organiser des élections qui, aujourd'hui, rallongent leur période au pouvoir. Quand on parle donc du Tchad, est-ce que tu comprends la communication de la France sur le Mali? Comment l'interpréter quand on voit le silence au Tchad d'une situation symétriquement semblable? Je pense que la France aujourd'hui a un exercice qui est de l'ordre même d'avoir une approche aujourd'hui qui va être très, très délicate parce qu'elle est confrontée à la question de la réelle politique. C'est-à-dire que la France considère comme un tabou de parler directement de ses intérêts en tant que pays. Et pendant longtemps, on couvre ça de toute la philosophie française de l'assimilation des droits de l'homme du pays, etc., etc., ce qui est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a eu cette espèce de mission française, etc., mais la réalité, aujourd'hui, est en train de pousser la France de plus en plus à affirmer simplement que face à des situations données,
j'essaye, en tant que nation, comme toutes les autres nations le font, de protéger mes intérêts. Et au niveau du Tchad, mon intérêt stratégique est tellement évident que j'essaye de garder ça. Et donc, pour moi, en tant que France, ça passe par une continuité, une stabilité de ce pays, parce que si finalement ce pays explose, euh, ça va être finalement pour toute cette partie de l'Afrique une situation tellement compliquée que je ne vois pas comment la France va continuer à assurer une certaine présence, un certain rayonnement, parce que rayonnement que la France, si on observe bien ces dernières années, l'obtient toujours par le fait d'avoir cette influence en Afrique et cette présence en Afrique. Et donc, c'est ça la question qui se pose. Et je pense aussi que la communication est totalement, excusez-moi, mais c'est incompréhensible. C'est-à-dire qu'on assiste à une espèce euh, de, de, de rafistolage ici et là, alors que de l'autre côté, il y a une vague de gens qui aujourd'hui, connectés aux réseaux sociaux, connectés via les smartphones, etc., assistent à des sources multiples de machins et qui, très rapidement, mettent en comparaison les analyses et disent, mais c'est pas possible, ça ne peut pas tenir. Hein. Donc, toute la communication ne peut pas avoir un impact sur les masses africaines aujourd'hui. Alors, je pense que tu as dû le percevoir dans l'interview que j'ai accordée à Julien Vandrich. Euh, il y a clairement une divergence sur plusieurs accusations aujourd'hui de la présence française au Mali. Les autorités maliennes de la transition ont porté des accusations très graves vis-à-vis de la présence et de l'action de la France sur le territoire malien qui aurait violé plusieurs textes des conventions et qui serait allé bien au-delà des mandats qui lui étaient clairement assignés. Et pendant l'interview, j'ai par exemple interpellé Julien sur le fait que le Mali a dit que la présence de l'armée française sur place interdisait aux Maliens, à l'armée malienne, de pouvoir accéder à certains pans de son propre territoire, de survoler, ainsi de suite, autant qu'ils veulent librement. Et à ça, Julien, le diplomate, a répondu très clairement que non, ça ne s'est jamais fait. T'y croire? Non, moi je pense que sans même rentrer dans les joutes, hein, parce que c'est là la question, dans les joutes interétatiques de cette manière, il faut analyser la chose de manière large. C'est-à-dire que le Mali souhaite avoir sa souveraineté. Ce n'est pas aujourd'hui que ça arrive. Hein. Ça s'est déjà passé au temps de Modibo. On a déjà chassé les bases militaires. Le Mali était sorti du franc CFA, etc. On en reparlera. Et puis, par la suite, finalement, c'est revenu, etc. Et donc, la question fondamentale à se poser sur le Mali est de savoir finalement, est-ce que l'intervention française dès le début était capable de répondre à toutes les questions que les Maliens se posaient, parce que finalement, on a transformé ce qui était une intervention militaire rapide pour repousser des djihadistes, on a transformé en quelque chose qui allait finalement reconstituer politiquement le Mali. Alors, je pense que là, non. Et c'est là aussi où moi, mon discours va être un peu moins lisse, à la fois vers nous, Africains aussi, mais de l'autre côté vers la France. C'est-à-dire que la structure de l'armée française qui était intervenue ne pouvait pas régler le problème djihadiste de manière générale sur le Sahel. C'est pas possible. C'est pas, on ne combat pas un mouvement qui est totalement on va dire, multiforme qui s'étale de partout dans ce vaste territoire qu'est le Sahel de manière large, avec une intervention de militaires conventionnels bien établie. Non, ça ne fonctionne pas. Donc, ça pouvait être une solution rapide d'urgence pour repousser une force, mais ça ne pouvait pas être une solution pour régler tout le problème politique malien. Donc, le problème politique malien reste et continue jusqu'aujourd'hui. Maintenant, sur les joutes entre les différents États, là, pour le coup, la question est simple, c'est-à-dire que
le Mali voulait sa souveraineté. Aujourd'hui, via le fait de faire partir les bases, le Mali l'a obtenu. Donc le travail qui est à faire aujourd'hui, c'est la reconquête globale du territoire malien, la sécurisation de cette zone, avec tous les partenaires que le Mali choisit. Hein. Finalement, c'est ça la question fondamentale ici. Donc, ce n'est pas les joutes, parce que les joutes, on peut en parler ici pendant des heures, mais il faut à chaque fois donner les preuves de ce que les uns et les autres avancent. Hein. Et ça, on n'en a pas concrètement. Eux-mêmes, même quand ils se retrouvent aux Nations Unies, ils ne fournissent pas les uns et les autres les preuves factuelles. Et donc, il n'y a jamais eu ce débat clairement, preuve à l'appui de ce qui s'est passé. On s'accuse les uns et les autres et ça part en joute verbale permanente, mais ce n'est pas ça qui règle la situation du Mali. D'accord. Euh, Aujourd'hui, le Mali a clairement, et là je te pose la question à toi, le Mali a clairement aujourd'hui, en tout cas fait une transition dans sa collaboration avec la France. Il y a eu une grande rupture diplomatique. L'ambassadeur de France a été renvoyé à la maison. Bon, le Mali n'avait plus d'ambassadeur en France déjà depuis un certain temps. Et de l'autre côté, il y a eu aussi un événement majeur quand même marquant, le renvoi de RFI et France 24, du moins l'arrêt de l'émission de RFI et France 24 au Mali. Maintenant, au Burkina Faso, la diplomatie française semble s'en plaindre en disant que ce n'est pas du tout justifié. Et quelle est ta position et ta lecture de cela, la fermeture des médias? Moi, de manière personnelle, je dis que, bon, je rappelle rapidement, moi je suis un enfant, par exemple, du Tchad des années 80. Je n'ai pas connu, par exemple, la télé à la maison quand j'étais tout petit. J'écoutais RFI et ça me donnait une ouverture sur le monde de manière générale. Donc, il faut ici faire la distinction entre ce qui est de l'ordre de la propagande qu'on peut soupçonner, etc., et ce qui est de l'ordre de la réception de l'information de manière générale, qui permet aux gens, malgré tout, de globalement avoir une pluralité d'opinions et après essayer de mesurer pour voir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est mieux, etc. Et donc moi, dans ce sens, je serais toujours pour qu'il y ait une multitude de médias qui continuent à fonctionner. C'est fondamental pour l'éducation à la démocratie de manière générale dans les sociétés. Maintenant, la question est devenue très politisée ces derniers temps parce qu'effectivement, il y a eu de la part de certains médias qui ont donné la parole à des personnages que les autorités locales estiment ne pas être dans l'intérêt des Maliens d'écouter ces personnages. Et donc, du coup, c'est une décision qui a été prise. Et je pense aussi que de l'autre côté, la France, en censurant les télévisions ou les médias russes tels que Sputnik ou je ne sais pas, Russia Today, Russia etc., TV. Russia Today, pardon, voilà, ont participé également à ce climat finalement de censure de toutes parts. Et on assiste à ça. Et pour moi, si on veut préserver un certain dialogue pour que par la suite les gens puissent encore rétablir des relations normales entre pays, c'est fondamental de faire des efforts des deux côtés pour rétablir la plupart des médias pour qu'il y ait cette pluralité. Sinon, finalement, on assiste à de la censure de tous côtés, de toutes parts, et aucune solution ne peut sortir des postures comme ça. Ce sera que de la confrontation permanente. Clairement, clairement. Je voulais revenir avec toi maintenant sur d'autres sujets. Pendant l'entretien, on a abordé la question, bien évidemment, des leaders d'opinion africains aujourd'hui. Trois, notamment d'entre eux, Kémy Séba, Nathalie Yamb, Franklin Yamsi, qui, de par leur prise de position, gênent, je ne vois pas d'autres mots, gênent énormément l'action française en Afrique. Il serait accusé de propager un discours faux. Alors, j'ai essayé d'obtenir quelques précisions. Je n'ai pas obtenu grand-chose finalement, mais qu'est-ce que toi tu penses finalement de manière un peu globale de ces leaders d'opinion qui frontalement aujourd'hui accusent la France d'être responsable de ci, de ça? Ça tranche complètement avec la manière de, avec laquelle nos autorités finalement nous ont un peu habitués. Et
Comment expliques-tu que, justement, c'est cette manière de fonctionner reçoit en Afrique énormément de succès? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, bon, je commence dans l'ordre. Kémy Séba, je connais son travail depuis son activité depuis assez longtemps. Et après, par la suite, j'ai découvert Niamsi, j'ai découvert euh, Nathalie Yarm et d'autres personnes bon, de moins exposées, etc. Le sujet au niveau du retour d'une certaine forme de panafricanisme aujourd'hui très militante de ce type-là vient pour toutes les raisons que j'avais évoquées rapidement. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre sur les relations france-africaines de manière générale pendant longtemps. Il n'y a jamais eu de débat, on va dire, responsable des deux côtés là-dessus. Et donc, du coup, beaucoup de jeunes ont grandi en n'ayant que des rapports, on va dire, parfois exagérément fantasmés de la situation, et du coup réagissent maintenant. Et ils réagissent maintenant, pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre que sur le plan purement économique, etc., je pense que la France est depuis le Rwanda en train de se faire balayer petit à petit sur l'Afrique. Il n'y a qu'à regarder la puissance que la Chine a prise, etc. Et donc, c'est la Chine, finalement, qui est revenue secouer un peu les positions un peu établies de la France. Et du coup, la Russie vient récemment, alors il y a eu la phase guerre froide, mais la Russie revient maintenant avec une influence qui est beaucoup plus sécuritaire, politico-militaire, etc., etc. Et donc, on assiste à ces deux puissances qui viennent maintenant secouer la France dans ses positions établies depuis très longtemps. Et ça pose cette question. Et évidemment, quand on voit des leaders tels que les leaders d'opinion tels que Kémy Séba, qui animent et qui alimentent cette opposition frontale à la présidence française, bien évidemment, ça vient, il devient le seul, la seule personnalité visible sur laquelle on concentre toute la réaction française en se disant, voilà, c'est lui qui est qui symbolise, qui cristallise à lui tout seul tout ce qui se passe. Or, en réalité, il y a eu déjà, depuis très longtemps, une avancée douce de la Chine économiquement, une avancée militaire de la Russie qui continue son travail, qui s'est ressuscité depuis l'arrivée de Poutine et qui poursuit son travail d'influence et de rayonnement qui était déjà ce qui se passait sous l'URSS, au temps de l'URSS, donc pendant la guerre froide. Donc en fait, on assiste à ce phénomène, mais on cristallise tout finalement sur les trois personnages, essentiellement les deux, parce que finalement, Niamsi est dans une approche de commentaire sur l'actualité qui est moins un activisme de terrain, c'est surtout la mobilisation des figures comme Kémy Séba, etc., qui gêne finalement les gens. Mais c'est quelque chose qui était en travail depuis très longtemps, depuis que Kémy Séba est retourné en Afrique. Et, euh, et donc, il y a aussi la question, en fait, de la déconnexion et là, de toute l'institution française, le travail des ambassades, etc., il y a eu une déconnexion avec ce que j'appellerais la public diplomatie, c'est-à-dire chose que les Américains peut-être savent mieux faire. Les Américains savent soulever des masses pour leurs intérêts, etc., arrivent à mieux faire que la France, parce que la France, ça reste dans les institutions, ça intervient à un niveau très haut sur des questions politiques telles qu'on a pu observer, etc., ici et là, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, mais ça reste à un niveau très élevé. Et donc, il y a eu cette déconnexion et ce vide a permis à ce qu'un travail comme ce qu'a fait de mobilisation de la jeunesse, tel que Kémy Séba ou Nathalie Yamb ont fait, ça prend tout de suite, parce que ces gens, une bonne partie de la jeunesse, étaient en fait en attente de comprendre ce qui se passe. Et quand on vient lui servir un discours sur lequel moi, j'aurais beaucoup
à dire aussi. Mais dans la forme, ce discours est très bien reçu par la jeunesse, parce que, bah, évidemment, il y a toute cette déconnexion de toute l'institution française qui parle dans des zones, on va dire, un peu dans les couloirs ministériels, etc., mais qui n'était pas la parole de l'homme de la rue, lambda, la parole de la masse. Hein. Et donc, évidemment, qu'il y a eu ce vide qui a été rempli par le travail fait par Kémy Séba. On a parlé des bases militaires du franc CFA et j'ai mis en avant le fait que la France semblait être dans des demi-mesures. C'est-à-dire qu'on ne tranche pas réellement pour dire on les enlève. Parce que moi, les revendications que j'entends, c'est on ne veut plus de bases militaires, on ne veut plus de franc CFA, on ne veut plus de ces systèmes qui rappellent une autre époque. Et la réponse de la France semble être à chaque fois, OK, vous ne voulez plus de bases militaires, on va les gérer à deux maintenant, on ne va plus les gérer seuls. Les bases sont toujours là. On ne veut plus du franc CFA, OK, on va faire l'écho, mais on garde dans l'écho plusieurs mécanismes du franc CFA. Pourquoi est-ce que cette manière de faire ne contribue pas justement à desservir les intérêts de la France? Et tout ceci ne contribue-t-il pas à laisser libre cours à beaucoup de spéculations sur les réelles intentions de la France en Afrique? Alors, il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une manière, si on veut traiter le problème rapide, on peut dire globalement, bon, écoutez, au final, finalement, il n'y a qu'à retirer toutes les bases. Et puis, de toute façon, quand la masse dit qu'on n'a pas besoin de bases militaires, on n'a pas besoin de francs CFA, eh ben, il y a qu'à tout changer. Et ça pose un autre problème. C'est quoi? Et c'est là où je me dis, ce débat, il faut avoir un vrai débat. C'est-à-dire que les bases, la masse dit qu'elle ne veut pas de base. On a vu au Mali, par exemple, finalement, c'est parti, on a enlevé les bases. Au Burkina Faso, la petite entité Sabre qui était en place là-bas a été démantelée également, etc. Et donc, je pense que si dans certains pays, les bases résistent, et c'est là où on va rejoindre, moi, mon discours qui est peut-être pas le plus populaire, mais que j'ai mis dans ce petit pamphlet qui parle de la servitude volontaire de l'Afrique, c'est que une partie des gens trouvent que finalement, ces bases, bah, ça participe quelque part à leur intérêt. Et ces gens sont sur place aussi, et donc c'est une partie de l'opinion aussi qui existe. Et donc ça pose un problème, c'est-à-dire est-ce que ces gens, finalement, une partie donc, de la population, parce que c'est jamais du 100%. Il y a une masse qui, évidemment, revendique ça, mais il y a une partie de l'élite qui veut conserver ça. Vous voyez? Et donc, du coup, on se retrouve avec ce... Et il faut bien comprendre qu'un pays tel que la France, ou n'importe quel pays, regarde d'abord ses intérêts. Et si ses intérêts étaient de conserver ici et là encore quelques bases, bah, le pays va faire jusqu'à ce que la population elle-même et l'ensemble des gens d'un pays décident finalement que ces bases partent. Et donc, le travail est à faire en interne et de pas simplement se dire, parce que si on veut parler de base, mais on peut parler de base États-Unis, de base chinoise maintenant en Djibouti, japonaise même à Djibouti, de bien de base. Et donc, israélienne, etc. Il y a plein de bases. L'Afrique est remplie. Et on peut même aller plus loin. C'est-à-dire, en Corée, il y a des bases américaines. Dans tout le Oui, Pacifique, il y a des mais bases, etc. la présence de ces bases a toujours été connue et les raisons de la base ont toujours été connues. En Corée, on sait pourquoi les Américains mettent des bases en Corée et pourquoi les Sud-Coréens sont d'accord pour qu'il y ait cette présence militaire. Le problème chez nous, c'est que ces bases ont été mises à un moment donné dans un objectif bien Voilà. précis. Voilà. Et c'est là où la vraie question se pose. Donc, c'est pour ça que je dis, la question, c'est de dire finalement que non pas de demander à la France, entre guillemets, mais de dire au niveau national, de mener un travail pour dire, nous, masse de population, ne voulons plus
de ces bases et mener le travail jusqu'au bout. Et donc, c'est via les autorités sur place qu'on va accéder à ce départ, parce qu'un pays étranger va rester tant que ses intérêts peuvent encore être justifier sa présence locale. Et donc, c'est ça le décalage qu'il y a ici. Dans le cas du Mali, par exemple, on a vu, c'est-à-dire quand la masse a poussé et a mis en accord l'élite sur place, et ben du coup, l'élite a écouté la masse et a travaillé pour qu'il y ait ce départ des bases. Et donc, le travail, il doit se faire à ce niveau-là. Ce n'est pas juste demander, entre guillemets, ou dire, entre guillemets, pourquoi la France, etc., etc. Parce que la France reste un pays étranger qui ne regarde que ses intérêts, comme tous les pays du monde le font. Et donc, c'est comme si demain, s'il y avait une base, par exemple, malienne, installée à, je ne sais pas, en Roumanie ou je ne sais pas quoi. Donc, le Mali étend son influence là-bas. Et ben, même si il y a quelques personnes en Roumanie qui vont demander le départ des bases, le Mali va continuer à exister et maintenir sa présence jusqu'à ce que les élites locales, avec la masse locale, se mettent d'accord pour dire on ne veut plus de cette base et donc il faut partir. Et c'est ce qui s'est passé dans le cadre du Mali. On a bien vu ça. Et c'est ce qui s'est passé également au Burkina Faso. Donc le travail, à mon avis, doit être fait en interne entre Africains nous-mêmes et non pas simplement demander quelque chose à la France. C'est tout le discours de mon livre, de sortir de la servitude volontaire, et donc c'est-à-dire faire le travail nous-mêmes, entre Africains, se mettre d'accord sur ce qu'on veut, et à partir de ce moment-là, s'il y a unanimité, ce qu'on veut va se réaliser. Je pense qu'on va faire une émission en parallèle pour parler de la servitude volontaire, parce qu'au final, c'est bien que tu l'as introduit, tu as écrit un ouvrage qui est disponible sur Amazon, donc tout le monde peut l'acquérir. Je vous le conseille bien évidemment vivement. Et ce serait bien qu'on prenne le temps d'une émission pour parler de cette servitude volontaire. Le titre est très violent, mais bon, C'est fait exprès, c'est fait exprès. peut-être nécessaire, peut-être nécessaire. Pour sortir de notre interview, je voulais quand même t'entendre aussi finalement sur les éléments de communication. J'ai l'impression que la France est prise de court, qu'elle ne parvient pas à suivre le rythme, qu'elle est dépassée, débordée, parce que de tous les côtés, finalement, ça communique. Sans avoir besoin de les mettre dans la même catégorie. Mais on a des gens aujourd'hui, même au Sénégal avec Ousmane Sonko, qui a un discours très tranché par rapport à ses positions vis-à-vis de l'Afrique. En tout cas, il y a une nouvelle génération de leaders en Afrique qui ne sont peut-être pas encore au pouvoir, mais ça finira par arriver, et qui ont une position vraiment très différente de celle des anciennes générations. Est-ce que tout ça, qu'est-ce que tout ça t'augure finalement alors, on en a parlé rapidement, mais de Masra à Sonko, Malema vers le sud, qu'est-ce que tout ça augure pour toi? Est-ce que tu penses qu'on va vraiment vers une véritable rupture dans la manière de faire de la politique des pays africains? Ou alors, finalement, c'est une tendance, ça va passer? Non, nous assistons de manière générale, globale, et comme toujours, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une révolution technologique, ça introduit toute une réorganisation de la manière de fonctionner d'une société ou du monde de manière générale. Depuis l'arrivée d'Internet, du téléphone mobile et de tout ça, on a basculé définitivement dans le monde des masses où les opinions des masses essayent et influencent les choses de manière large. Et donc, ça fait bouger ici et là les organisations. Et donc, tout ce qui a été institutionnalisé pendant les temps anciens doivent maintenant faire face à ça, à ce changement de monde et se réadapter. Et donc, toutes les communications d'ordre un peu à l'ancienne, institutionnelles, etc., ne fonctionnent plus parce qu'aujourd'hui, nous avons basculé, nous sommes dans un monde de spectacle avec les réseaux sociaux où finalement, ce que les gens cherchent, c'est ce qui paraît le plus authentique, le plus naturel, le plus direct possible. Et donc, c'est d'autres codes de communication qui font que les communications classiques, les gens ne les écoutent même pas. Ça passe ou on les écoute au dernier moment avec un ton moqueur souvent. On a une distance comme ça. Par contre, ce qui est dit sur les réseaux sociaux, avec cette spontanéité organisée ou pas, etc., mise en scène ou pas,
passe beaucoup mieux. Et donc, les gens sont en quête de cette apparence de véracité, hein, et donc, c'est ça qui fait que toutes les communications de la France officielles, institutionnelles, est totalement noyée sous la vague des communications, des réseaux sociaux, etc. Et c'est ça qui organise ou sculpte la manière dont les gens perçoivent l'information aujourd'hui. Et donc, pour moi, je pense qu'il n'y a rien à rattraper au niveau, avec l'institution, les modes de communication institutionnels. C'est toute une nouvelle communication que tous les pays doivent se réadapter face à ça et organiser leur mode de communication de manière beaucoup plus directe, spontanée comme ça, via peut-être quelques personnes qui portent la voix officielle, mais qui sont totalement, finalement, des hommes de tout le monde, parce que c'est cette horizontalité que les gens cherchent dans la manière de communiquer aujourd'hui. Ce n'est plus la verticalité ancienne qui finit par ennuyer tout le monde en réalité. C'est pour ça que beaucoup de gens ne regardent plus la télévision classique, etc., etc. Je vais te laisser conclure. On arrive au terme de cet entretien. Qu'est-ce que tu penses globalement de cette position de la situation finalement politique entre la France dans ses anciennes colonies? Vers où on va, d'après toi? Non, moi je pense qu'il y a une grande séquence qui s'est ouverte depuis, on va dire, la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la Pax Americana, c'est-à-dire tout le monde construit par les États-Unis de Bretton Woods, etc., qui finalement, dans ce découpage, a permis à la France, de par son expérience coloniale et sa présence sur l'Afrique, d'avoir pendant un certain temps euh, tenu, en tout cas, un certain nombre de pays africains dans le camp plutôt atlantiste ou occidental. Donc ça a tenu pendant toute la guerre froide. Ça a commencé à se fissurer dès la fin de la guerre froide. Et du coup, et ça les gens ne le savent pas, souvent les gens ne le notent pas, entre les Occidentaux même, entre le monde anglo-saxon et essentiellement les Américains et les Français, il y a également des batailles et des compétitions de temps en temps sur le propre terrain africain. C'est ce qui a commencé au Rwanda, et qui s'est poursuivi comme ça. Et donc, il faut comprendre ces fissures au sein même du bloc qu'on va qualifier trop facilement d'occidental. Et c'est ce qui a fait que finalement, petit à petit, à chaque fois que ces gens du même bloc se bataillent, bah, ça a permis, ça a laissé du terrain pour que la Russie, la Chine avançaient et prenaient de plus en plus de puissance et d'influence en Afrique. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et ce monde-là, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui vont ça a quelque chose d'assez darwinien ici, c'est-à-dire que tous ceux qui vont tarder à s'adapter à ce monde qui est en bouleversement vont payer les prix de tout cela. Maintenant, la grande jeunesse africaine, parce que l'Afrique est à 70% jeune, moins de 30 ans, cette grosse masse africaine finalement qui se met en mouvement, n'est qu'une resurgence de ce qui était un peu les jeunesses des époques pré-indépendance. Et donc, on assiste à une deuxième vague. Cette deuxième vague, maintenant, la question va être de est-ce qu'elle va transformer cet essai, c'est-à-dire à transformer profondément l'Afrique pour l'adapter aux défis qui sont déjà là aujourd'hui. Ça va être la vraie question fondamentale à laquelle beaucoup des gens, des figures qu'on a citées, que ce soit Kémy Séba, Nathalie Yamb et Franklin Namsi, passent très rapidement dessus. Peut-être parce qu'ils sont encore totalement absorbés par leur activisme contre l'extérieur, mais la question interne est une question profonde qu'il faut se poser, parce que la question initiale, c'est d'où vient-il seulement que l'Afrique se retrouve dans cette position à être colonisée, à être, etc., etc., et de recevoir donc cette hétéronomie des autres pays. Et c'est là la question fondamentale qui va demander de la part de la jeunesse africaine de manière large une remise en question profonde des modes de fonctionnement, de comment on appréhende la vie et le monde. Et il y a tout ce paradigme à revoir. Et ça fait, j'ai initié avec ce travail-là un début assez provoque, hein, pour évoquer la chose, mais il faut aller en profondeur.
Parce que si on n'y prend pas garde, on aura beau chasser la France ici, que la Russie est déjà là. On voit bien au Soudan, j'ai fait toute une conférence, tout un live là-dessus, on voit bien sur le Soudan aujourd'hui. Le Soudan, la force ou la puissance qui est la plus importante, les puissances qui sont les plus importantes là-bas, ce n'est pas la France, mais c'est d'autres puissances qui s'imposent. Donc, la question fondamentale de la souveraineté réelle de l'Afrique va être un travail interne de l'Afrique pour se réadapter à un monde nouveau, aux défis que le monde, de manière générale, impose à l'Afrique. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et les mots d'ordre, c'est adaptation, lecture rapide des évolutions de situation, à la fois pour l'Afrique et pour les autres acteurs de manière générale. Merci beaucoup, Chris, d'avoir pris le temps de venir partager là-dessus avec nous. Et à très Merci. bientôt. Merci à toi, Philippe. À très bientôt. Avec plaisir. Merci.